Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons l'ENSTA, l'École nationale supérieure de technique avancée et sa formation en ingénieur généraliste. Et pour nous en parler, deux invités de marque comme toujours, Rémi Thibault, directeur de la formation, accompagné du directeur du programme ingénieur généraliste, Pierre-Jean Cotalarda. Ils sont tous les deux là pour répondre à mes questions. Mais avant cela, on commence avec le traditionnel pitch. Le pitch Rémi, donc c'est 60 secondes pour nous présenter le cursus d'ingénieur généraliste. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, c'est bon, je vais essayer. Eh bien, Alors c'est parti. Donc effectivement, on est ici dans le cadre d'une nouvelle formation qui est liée en fait principalement au fait qu'on a créé donc une nouvelle école qui est la fusion de l'ENSTA Bretagne et l'ENSTA Paris. Et sur cette base, on a créé une nouvelle formation qui est le fruit d'une réflexion importante des deux campus pour créer quelque chose de plus riche, de plus important, de plus valorisant sur les contenus de formation qui étaient la socle de nos formations, qui étaient de part et d'autre des formations qui étaient assez singulières, qui étaient assez spécifiques, qui avaient chacune leur valeur et qu'on a additionné dans ce niveau dispositif. Donc, des opportunités plus élargies, des opportunités plus grandes en termes de parcours et un périmètre ou un environnement pour les élèves enrichi également par le fait que l'école est membre de l'Institut Polytechnique de Paris. Donc, on a encore une fois des nouvelles opportunités et puis un nouveau projet ou un nouveau positionnement autour du développement des souverainetés énergétiques, souverainetés diverses et variées. Et donc, une opportunité par rapport à ce nouveau programme qui est extrêmement large et sur lequel on est très ambitieux. Alors, comment intégrer cette formation ? C'est la question à laquelle nous allons répondre à travers les admissions. Pierre-Jean, ingénieur généraliste, qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur généraliste ? Est-ce que c'est un ingénieur qui touche à tout, mais qui ne sait rien faire en particulier ? Alors, pas du tout. Heureusement. Un ingénieur généraliste, c'est un ingénieur qui va avoir des connaissances et une base d'outils, de savoir-faire, techniques, scientifiques et pas que, qui va pouvoir déployer dans un ensemble de situations particulières. Et c'est à ce titre-là qu'il est généraliste, sinon qu'une formation d'ingénieur généraliste, il va y avoir un socle commun scientifique de très grande qualité, avec des compléments autour des enjeux économiques, de la vie de l'entreprise, de la transition écologique et sociale, des langues, culture, l'exposition internationale. Et donc, tout ça va se décliner pendant 3 ans avec des spécialisations disciplinaires pour nous, on y reviendra, et puis une spécialisation de 3e année, où du point de vue disciplinaire toujours ou du point de vue sectoriel, ils vont pouvoir commencer à tracer une trajectoire professionnelle. Ce cursus, on peut le faire en étant étudiant, j'aurais dire traditionnel ou apprenti ? Alors, on peut faire dans les deux cas. Il y a 2 voies de recrutement. Il y a une voie dès le concours qu'on choisit, une voie traditionnelle en 3 ans, effectivement, et puis une voie qu'on appelle FISEA, qui est une voie dans laquelle on fait une première année dans le statut étudiant normal, donc à plein temps, et puis la 2e et la 3e année sous statut apprenti. Quelles sont les différences entre les deux ? D'abord, est-ce que c'est le même diplôme à la fin ? Alors, c'est exactement le même diplôme à la fin, et la différence, c'est que pendant les 2 années, donc les 2 dernières années, le cursus est adapté pour permettre des alternances entre des périodes à l'entreprise et des périodes à l'école. Est-ce que vous le recommandez, vous, plutôt, ou est-ce que c'est un type de... En tant qu'étudiant, comment je me dis, je me sens plus apprenti ou je me sens plus... Oh, il n'y a pas de recommandation proprement dite, c'est simplement un choix personnel. Alors, dans ma connaissance du statut d'apprenti, on va à la fois, être payé par l'entreprise, donc on va avoir on va être un cadre à part entière, et en même temps, l'entreprise va venir financer notre formation. Est-ce que ça, c'est à prendre en compte ? Exactement, effectivement. Donc une grande partie de la scolarité, en fait, est prise en charge, la totalité de la scolarité, est prise en charge par l'entreprise, tout à fait. On va devoir faire un choix de campus aussi, Pierre-Jean. Oui. À quel moment ? Alors, à l'intégration, c'est-à-dire que la grande majorité des étudiants qui vont intégrer l'école en première année seront issus du concours commun Minpon, avec en fait 3 lignes de vœux possibles, une ligne campus Paris-Saclay, une ligne campus Brest et une ligne par apprentissage pour le campus Paris-Saclay toujours. Et donc, en fonction
des vœux et du classement, ils pourront aller sur l'un ou l'autre campus. Ça, c'est en première année. Et puis en deuxième année, en fonction du choix de l'approfondissement disciplinaire, voire en troisième année, en fonction du choix de spécialisation, on pourra naviguer entre l'un et l'autre campus. C'était ma question. Est-ce qu'il y a des passerelles qui existent entre les deux campus? J'ai peut-être envie de faire les deux et je ne pourrais pas forcément faire les deux. Ça va dépendre avant tout de ce que je choisis de faire au sein de la formation. Exactement. Quelles sont les qualités que vous recherchez pour vos étudiants? La qualité principale? Alors, la qualité principale, c'est certainement l'exigence scientifique. C'est un peu l'ADN de l'école depuis très longtemps. Enfin, c'est l'ADN des écoles du concours commun Mines-Pont de manière générale, mais peut-être encore plus l'ENSTA, avec une exigence scientifique très marquée, qui se manifeste d'ailleurs par un taux de doctorants à la sortie qui est très important. Et de fait, on veut des têtes bien faites, qui sont bien câblées pour bien suivre en sciences du numérique, en mathématiques appliquées, en mécanique et en physique. D'accord, donc vous recherchez des scientifiques et une fois qu'ils sont passés par l'ENSTA, quelles qualités ils ont apprises? Alors, on continue à creuser ce sillon scientifique, de toute évidence. J'évoquais les doctorants et c'est quasi 30% d'une promotion qui continue en thèse. Mais on va développer en fait un ensemble de compétences complémentaires autour du travail en équipe, de la gestion de projet, autour de soft skills en communication qui vont être développés aussi dans le cadre des cours de langue, de l'exposition internationale, autour bien sûr de la conscientisation et d'une capacité de discernement par rapport aux enjeux de notre temps. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'on met en exergue dans le nouveau programme, de manière à avoir vraiment des ingénieurs généralistes, je rebondis sur votre question initiale, capables finalement d'appréhender toutes les situations face auxquelles ils auront à faire face. Merci beaucoup. Donc, le premier cliché, c'est peut-être cette idée qu'un ingénieur généraliste, ça s'intéresse à tout. Manifestement, ça saura aussi tout faire, plus en détail avec les clichés sur les deux autres. On va voir ce que ça donne. Les clichés, Rémi, ce sont ces idées toutes faites, préconçues. Un ingénieur, ça aime les maths, par exemple. Vous voyez, manifestement, oui, mais pas que. Quels autres clichés vous auriez à l'esprit? Alors le cliché, en fait, il est lié à la construction de ce nouveau cursus avec la fusion de deux écoles et la différence qu'il y a, du moins qu'on puisse imaginer, entre deux écoles qui sont localisées respectivement sur le plateau de Paris-Saclay ou sur Souvigny-Brest, avec effectivement un cliché qui pourrait dire il y en a un des campus, chacun fait son choix, qui serait différent d'autres. Or, en fait, l'idée, c'est d'avoir un cursus, d'abord, c'est un seul diplôme, donc c'est bien une logique de valeur égale. Et puis, au contraire, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'aller chercher dans les deux campus ce qui a fait la valeur respective des écoles historiques. C'est la valeur de la formation, la valeur des enseignants, la valeur du territoire dans lequel elles sont implantées. Donc, c'est un cliché auquel il faut abandonner, évidemment, puisque c'est de l'association, c'est la combinaison, de deux écoles qu'il faut avant tout évoquer. Donc pour vous, c'est pas ou Paris-Saclay ou Brest, c'est l'ENSTA, et puis il y a une formation, la qualité d'une formation qui va être enseignée à différents endroits. Exactement, avec en plus des cours qui sont communs aux deux campus, avec des enseignants qui viennent de Paris ou qui viennent de Brest et qui enseignent sur l'ensemble du campus. Et puis encore une fois, des possibilités de mobilité des élèves qui vont aller chercher dans certains moments de la scolarité les compétences de Paris d'un côté et les compétences du site de Brest à d'autres moments. On a la même qualité d'enseignement? C'est la même formation, c'est la même qualité de la formation, c'est la même qualité, et c'est les mêmes diplômés, bien sûr. Parfait, très clair. Au moins, le choix ne pourra pas se faire, du coup, ne peut plus se faire maintenant en fonction des campus. Quel est le cliché qui vous vient à l'esprit, Pierre-Jean? Moi, je dirais le deuxième cliché face auquel on s'élève, eh bien, c'est, j'allais dire, l'idée selon laquelle, passer la prépa, on arrête de travailler et on pense qu'à faire la fête. Alors, la vie associative à l'école, elle est très importante et elle est structurante même pour la trajectoire professionnelle des étudiants. Mais en fait, ce qu'on attend des étudiants, c'est d'abord de travailler, de nos élèves en particulier. Et j'insiste, la première année, en fait, elle est très exigeante et on ne vient pas à l'ENSTA pour pas travailler. Donc on peut penser qu'à faire la fête, mais ce ne sera qu'une pensée. On pourra faire un peu la fête, et bien heureusement, mais on sera exigeant sur le plan académique. Voilà, donc à tous ces étudiants qui disent « t'inquiète, une fois que tu as validé tes années de prépa, tu as ton diplôme, t'en fais pas à l'ENSTA en tout cas ». Pas à l'ENSTA en tout cas. Très bien, le message est clair, vous allez devoir travailler. Mauvaise nouvelle. Sur quel sujet allez-vous travailler? C'est la question du programme. Pourquoi faire le choix de l'ENSTA, tout simplement? S'il y avait une bonne raison de faire le choix de l'ENSTA, ce serait laquelle? La valeur de sa formation,
Mais en fait, ça ne se résume pas simplement à ça, ça ne peut pas résumer qu'à ça, parce que c'est aussi toute l'histoire de ces deux campus et tout le périmètre qu'ont réussi à créer les deux écoles au fil du temps autour des partenariats industriels, académiques et institutionnels qu'il y a autour. Donc là, pourquoi est-ce qu'on vient à l'ENSTA? On vient chercher ça, on vient chercher cet énorme potentiel qui est aussi lié à la présence et à l'intégration de l'école au sein de l'IP Paris, l'Institut Polytechnique de Paris, qui là aussi est une pépite sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, on va pouvoir valoriser les projets personnels et les parcours personnels des élèves. C'est vrai que l'ENSTA est membre fondateur de l'Institut Polytechnique de Paris et je me demandais de quelle manière ça venait se refléter sur la qualité de la formation et même sur vos étudiants quotidiennement. Qu'est-ce que ça leur apporte finalement, que vous soyez membre fondateur? Alors d'abord, la qualité de la formation, elle n'est pas liée simplement au fait qu'on appartient à l'Institut Polytechnique de Paris, mais ça met en cohérence, mais surtout ça apporte un ensemble d'opportunités de mobilité, opportunités de partenariat, opportunités de projets qui sont partagés qui sont portés et partagés par l'Institut Polytechnique de Paris. Et donc, c'est ça que les élèves aussi vont pouvoir utiliser et capitaliser pour leurs projets. Pierre-Jean, 18 domaines de spécialisation. Alors, je ne vais pas vous demander de les citer tous, vous inquiétez pas. Comment vos étudiants sont-ils aidés dans ce choix ou accompagnés avant de devoir faire ce choix? Donc, une scolarité à l'école, c'est 3 ans, comme toute école d'ingénieur. Et en fait, il y a une vraie progressivité. C'est-à-dire que les élèves commencent avec un tronc commun où il y a finalement très peu d'électivité en première année. Il y a 2 gros cours en fin d'année qu'ils auront à choisir, mais le reste, ça va être de la mécanique, de la physique, des maths et de l'informatique, et les cours complémentaires que j'ai cités qui sont importants, mais le cœur scientifique, c'est celui que je viens de citer. En 2e année, ils vont choisir une voie d'approfondissement disciplinaire, donc du côté de la mécanique, du côté des sciences du numérique ou du côté des mathématiques appliquées. Et en 3e année, fort de cet approfondissement disciplinaire, ils pourront choisir l'un des pôles de spécialisation. Donc il y en a 6 pour 18 spécialisations, mais autour donc des maths, de la mécanique et de la modélisation, de la mer et des océans, du numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de tout ce qui est énergie, transport, espace, et puis pour les apprentis, réservé à eux, une spécialisation ingénierie des systèmes complexes. Est-ce qu'ils peuvent en faire plusieurs? Ah non, ils doivent en choisir une par contre. Obligatoirement? Obligatoirement une. Et alors, j'ai vu qu'il y avait des projets d'innovation. Oui. Un projet d'innovation ou des projets d'innovation, je ne sais pas. Est-ce que ça peut les aider, par exemple, le mettre sur la voie de la spécialisation qu'ils vont pouvoir Alors choisir? pourquoi pas, effectivement, les projets, il peut y en avoir dans le cadre de divers cours dès la première année. En 2e année, il y a un gros projet d'ingénierie en équipe qui va les accompagner tout au long de l'année, sur lequel ils vont déjà pouvoir se positionner pour peut-être explorer l'une ou l'autre piste et aider à choisir leur spécialisation de 3e année. Rémi, ils ont aussi un projet système. Ouais, de quoi s'agit-il en projet? C'est un projet qui est en dernière année et qui est donc justement qui repose sur l'idée que l'on intègre la problématique d'ingénierie non pas au travers d'une discipline, mais au travers d'une multitude de disciplines. Et donc la problématique, c'est de combiner ces disciplines et de réfléchir à la conception d'un système et non plus simplement d'un objet. Est-ce que vous avez des exemples concrets de projets qui ont été menés? Moi, je peux vous en donner. En général, ça se fait toujours avec un partenaire industriel de l'école. Ça peut être un partenaire de la BITD ou du monde de l'énergie ou du transport. Je ne vais pas citer peut-être, mais je pense. Si, vous pouvez si vous avez travaillé avec eux. EDF, Naval Group, la RATP, pour en citer quelques-uns. D'accord. Et donc, ce sont des équipes de 5 à 8 étudiants qui sont encadrés par un collaborateur de l'entreprise pour répondre à une commande client, en fait. Et l'objectif, c'est qu'ils sont évalués sur la qualité technique du rendu. Pour répondre à la demande de la RATP, de Naval Group ou bien d'EDF. Donc ils vont travailler sur des vrais cas. Exactement. Et à ce titre, c'est extrêmement professionnalisant. Et après, on peut imaginer que ça peut déboucher sur des stages, ça peut déboucher sur des embauches, ça peut aussi être un vecteur d'étendre son réseau déjà alors qu'on est en train d'étudier. Les étudiants misent là-dessus en général. Qu'est-ce qui surprend le plus vos étudiants chaque année? Peut-être mon lieu commun, le niveau d'exigence en fait, qu'on leur demande. Où ils ne s'imaginaient pas forcément devoir bosser autant. Alors ça m'amène à mon autre question, c'est peut-être, je vous poserai à chacun la question, quels mots ils entendront le plus? Travail? Probablement. En tout cas de votre côté, ce sera travail. Pour moi, ce sera travail. Et pour vous, Rémi? Projet personnel. Projet personnel? Ce qu'on va leur amener, c'est à se projeter, à leur dire, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez une formation très solide. Vous avez été sélectionné
Maintenant, il faut l'utiliser, il faut capitaliser, il faut en profiter. Donc, ce qu'on va leur amener à faire pendant ces 3 ans, c'est à se projeter, à s'imaginer et à oui, encore une fois, se projeter par rapport à leur projet. Moi, je veux bien rebondir là-dessus parce qu'en fait, c'est vrai que j'insiste sur le côté travail académique, c'est qu'il y a tout un dispositif d'accompagnement à l'insertion professionnelle qui est proposé dès la première année finalement et qui permet aux jeunes eh bien, de se poser les bonnes questions très tôt. Justement pour l'aiguiller à trouver le bon stage à chaque période de la scolarité et finalement trouver sa voie d'épanouissement professionnel idéalement dès la sortie de l'école. Oui, bien sûr, travail, je crois que l'étymologie c'est souffrance, mais on n'est pas obligé de souffrir forcément si on travaille. Et on espère qu'ils aiment ça surtout, sinon c'est dommage qu'ils aient décidé d'intégrer notre école. Et alors ça m'amène aussi à une autre question, c'est on parle de projet personnel, est-ce qu'il y a aussi du développement personnel, est-ce qu'on les aide à s'accomplir en tant qu'individu, en tant qu'adulte aussi, parce que ça va être des étudiants que vous recrutez assez jeunes, Tout à fait. qui vont avoir besoin de se former Alors, même personnellement. c'est une obligation que l'on a dans les cadres des cursus d'ingénieur, d'amener l'élève, enfin, l'étudiant, non pas simplement à s'exprimer ou à s'épanouir sur l'aspect scientifique, mais également humain. Donc évidemment, il y a tous ces aspects-là qui sont très développés. On a la chance d'avoir des dispositifs et des enseignements qui adressent ça. Et donc effectivement, l'idée, c'est aussi d'un épanouissement par le sport, par la réflexion, par l'analyse, par les compétences de savoir-être et de savoir-faire qui sont enseignées. Tout à fait. Alors vous avez parlé au début du fait de cette fusion. On peut imaginer aussi que maintenant que vous êtes formé une seule entité, vous avez peut-être des accords avec d'autres entités qui pourraient déboucher sur des doubles diplômes. Est-ce qu'il existe ce genre de possibilités si on intègre l'ENSTA ? Ah, tout à fait, c'est-à-dire qu'on a tout un panel de ce qu'on appelle cursus personnalisés qui permettent aux élèves qui le souhaitent de faire des choses un peu plus exotiques que les fameuses spécialisations dont on parlait. Donc on a des doubles diplômes à l'international, à l'étranger, avec des partenariats nombreux en Europe surtout, avec des grandes universités prestigieuses, KTH, DTU, PFL, NTNU, enfin pour en citer quelques-unes. Et chaque année, on imagine que ça va intéresser peut-être une centaine d'étudiants. C'est pas négligeable. Et puis, on a des parcours personnalisés en France, avec des doubles diplômes en France, côté management ou sciences politiques. C'est le cas avec l'Institut politique de Paris, d'une part, et avec HEC, d'autre part. On a également, sur les aspects plus techniques, un partenariat avec l'IFP School, pour les étudiants qui souhaiteraient aller du côté de l'économie de l'énergie, et avec l'école navale, pour ceux qui souhaiteraient récupérer une carrière d'officier dans la marine. Et finalement, les dernières personnalisations qu'on offre, c'est de faire une substitution de 3e année dans une école partenaire. Ça peut être pour les élèves passionnés de génie civil à l'école des ponts, ou bien pour les élèves passionnés d'aéronautique à l'ISAE Supaéro, par exemple. Est-ce que vous êtes chacun sur un campus différent ? Vous êtes sur le... Oui. Très bien. À ce moment-là, je vous posais une question, parce que tous les campus se valent et qui sont tous aussi bien les uns que les autres, sauf que, en fonction de la spécialisation qu'on va choisir, on va être amené à devoir être plus sur un endroit ou sur un autre. Qu'est-ce qui vous plaît le plus sur le campus de Brest ? C'est la question. À titre personnel, je pense que c'est l'environnement, le travail dans lequel on est, qui est un environnement qui est propre à la pointe de la Bretagne, qui a toute cette valeur d'exigence en termes de valeur humaine, qui est un pays, c'est une région qui est très attentive. C'est un pays, Brest, absolument. Ouais, c'est une région qui est très attentive à la valeur des hommes et des femmes qui y habitent et qui y travaillent. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis, l'environnement naturel, évidemment, on ne peut pas y échapper. Elle est omniprésente à la présence de la mer. Et donc, effectivement, ce qu'on vient chercher aussi, c'est cet environnement et toutes alors aussi les valeurs qui vont avec, l'exigence qui va avec, et puis les opportunités qu'elle amène. La mer MER, bien évidemment, attention. Et alors, ce qui serait plaisant ou ce qui vous plaît ou un endroit que vous aimeriez particulièrement partager avec le campus de Paris-Saclay ? De manière générale, moi je parlerais de l'effervescence du plateau justement, et toutes ces possibilités, y compris extra-académiques. On évoquait tout à l'heure les projets et puis les enseignements partagés auxquels nos étudiants avaient déjà accès. Mais finalement, il y a plein de conférences, que ce soit à l'IX, à Télécom, à l'ENSAE, qui sont accessibles. Il y a des regroupements étudiants réguliers et en fait, il y a une vraie dynamique sur le plateau qu'on sent de manière tout à fait manifeste, où on sent que sur le plateau de Saclay, de manière générale, il se passe des choses et c'est intéressant d'y être. Alors, je précise juste que dans le cadre de la fusion,
et ça faisait aussi partie des enjeux de ce travail. Il y a justement la réflexion et la mise en place de dispositifs qui vont permettre, en étant à Brest ou en étant à Paris-Saclay, de pouvoir interagir et de pouvoir capitaliser, profiter des avantages des deux sites, même si on n'y est pas physiquement. Alors c'est ce que j'allais dire. J'allais dire la seule chose que vous ne pourrez pas changer, c'est la présence de la mer. A priori, ça, vous ne l'aurez pas à Paris, mais pour le reste, on retrouvera les mêmes éléments sur les deux campus. Que fait-on une fois qu'on est diplômé? Eh bien, c'est l'heure des débouchés. Pierre-Jean, à part prix Nobel de physique, que devient-on après l'ENSTA? De fait, c'est important de le dire, on a pas mal d'étudiants qui, à la sortie, décident de continuer une formation par la recherche. C'est quasi 30% d'une promotion, donc c'est important. Mais au-delà de ça, finalement, nos étudiants ils vont se positionner, je dirais, avec deux voies, sinon antagonistes, complémentaires. Une voie qui va plutôt continuer à creuser un sillon technique, donc des rôles d'ingénieurs experts, ingénieurs d'études, dans des grands groupes ou pas. Et l'autre aspect, ça va être plutôt du côté du management technique, avec des étudiants qui choisissent de basculer assez rapidement sur des fonctions d'encadrement. Alors en général, c'est toujours dans des environnements techniques, mais voilà, donc, et qui ont, on imagine, vocation à évoluer vers des fonctions de responsabilité importantes dans l'écosystème français, européen et peut-être au-delà. Vous parlez justement d'exigence, et je me dis que si un prix Nobel de physique est passé par les laboratoires de l'ENSTA, c'est aussi un gage de qualité, à mon avis, sur l'avancée de la recherche. Sans nul doute. C'était aussi dans cette idée-là. Il y a comment dire, je ne sais pas si c'est un onglet, mais une section profil métier au 5e semestre. Est-ce que ça a vocation aussi de les aider à mieux s'insérer? Tout à fait. Donc c'est vraiment un choix fort de ce cursus. C'est qu'au-delà de se focaliser sur des compétences disciplinaires, on a fait le choix effectivement de proposer à l'élève en dernière année de se positionner, alors de s'orienter, c'est pas forcément définitif, mais il s'oriente vers un type de métier. Il y a 3 types de métiers qui sont proposés. Il y a le métier du développement et de la recherche. Donc on reste scientifique et on continue à approfondir via en particulier des masters recherche qui ont été évoqués tout à l'heure. Il y a une orientation vers l'entrepreneuriat. Donc on a la possibilité, on accompagne des jeunes qui sont déjà dans un projet de start-up, ou en tout cas de construction d'un positionnement dans l'entreprise, pas seulement sur l'aspect technique, mais sur l'aspect organisationnel. Et puis le 3e type de métier, c'est le pilotage de projet, la direction de projet, avec la capacité là aussi de prendre de la hauteur et de prendre des responsabilités en organisation et en gestion de grands projets. Donc les 3 métiers, développement, recherche, entrepreneuriat ou pilotage de projet. Quand on dit entrepreneuriat, on pourrait avoir les prochains fondateurs du prochain Mistral. Tout à fait, ça fait partie des ambitions. Après, il faut trouver le jeune. Nous on donne les cartes et puis le jeune en fait ce qu'il en veut avec. Absolument. Dernière question sur les débouchés. On évoque souvent le réseau. Comment vous qualifieriez le réseau de l'ENSTA? Est-ce qu'on peut s'appuyer dessus? Est-ce qu'il est très présent? Est-ce que vous avez une forte implication justement de vos alumni? Je dirais qu'il est de plus en plus présent et il va gagner justement de l'adjonction des deux réseaux existants. Ça, c'est très manifeste. Et puis aussi de l'appartenance à l'Institut Polytechnique de Paris. C'est-à-dire que non seulement nos étudiants sont diplômés de l'ENSTA, seront diplômés de l'ENSTA, mais aussi de l'Institut Polytechnique de Paris. Et à ce titre, finalement, ils élargissent considérablement leur réseau. On les invite déjà, finalement, à jouer de ce réseau-là, parce qu'on le voit au quotidien, en fait, c'est l'un de leurs gros atouts. Et je complète en disant qu'effectivement, ça fait aussi partie complètement de la logique de ce projet de fusion. Le projet de fusion, c'est aussi vers le jeune, vers l'étudiant, l'opportunité d'additionner les capacités et les potentiels des deux campus. C'est surtout ça, évidemment, qui est un des éléments saillants et un élément très très fort de ce projet, c'est d'offrir à ces jeunes-là beaucoup plus d'opportunités que ce qu'il avait respectivement dans les deux campus avant. Exactement, donc 2 fois plus de campus, c'est 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais 1 plus 1 égale 4, 5, 6, à vous de voir. Il nous reste encore quelques minutes avant de conclure, c'est l'heure du temps additionnel. Le temps additionnel, donc la possibilité de rajouter un élément qui n'a pas encore été évoqué. Ça peut être une synthèse, ça peut être au contraire appuyer sur le fait que les deux campus se valent, que vous allez devoir travailler, sachez-le. Pierre-Jean vous aura prévenu. Pierre-Jean, je vais peut-être vous laisser commencer
sur ce temps additionnel? Alors justement, pour dépasser un petit peu cet aspect uniquement travail académique, peut-être que l'une de nos grands atouts, c'est justement la possibilité pour ces jeunes finalement de développer des compétences dans un cadre non académique, typiquement dans le cadre des associations. Je crois que c'est plus d'une centaine d'associations que compte notre école fusionnée, avec la possibilité en faisant du bateau, en faisant de la robotique ou en faisant de l'astronomie, de développer des capacités de gestion de projet, d'organisation, qui seront hyper importantes et qui seront en fait déjà valorisables pour ces jeunes. Et en fait, ils vivent pour ça beaucoup, on l'observe de manière très claire dans le cadre de leurs 3 ou 4 années à l'école, et c'est un vrai lieu d'épanouissement pour eux. Merci beaucoup. Rémi, alors, le fin mot de la fin. Ouais, alors je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais en tout cas, ce qui me fait vibrer, c'est la valeur du travail qui a été fait depuis quelques années maintenant, depuis qu'on travaille sur ce nouveau projet. C'est une communauté d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, mais également d'industriels qu'on a mis autour de la table pour repenser, pour remettre à plat ce qui était déjà quelque chose qui avait un fort potentiel, on va dire, et que manifestement, enfin, j'en suis convaincu, qu'on a encore amélioré, et avec un potentiel qui est multiplié par je ne sais pas combien. En tout cas, on est convaincu, au travers de la valeur de nos établissements, d'avoir quelque chose qui est extrêmement prometteur. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous l'auriez compris, un cursus d'excellence sur 2 campus, Paris-Saclay et Brest, 18 spécialisations au cœur des grands enjeux, IA, transition énergétique, souveraineté, avec de magnifiques opportunités à la clé. Bref, si ça vous intéresse, ENSTA, formation ingénieur généraliste. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.